peut-être que c'est sur l'Union européenne elle-même que reposera la charge, le poids, la responsabilité de devoir s'armer en cas de conflit. Je parle, je m'exprime, j'exprime une colère, une chose que le peuple n'est pas capable de faire envers l'Union européenne, premièrement, et des actions que n'est pas capable de prendre l'UE. Écoutez, je suis ravie d'apercevoir que le bureau des plaintes d'Ursula von der Leyen est ouvert. Je ne savais pas que nous étions directement les responsables du Parlement européen et de la Commission européenne. Écoutez, j'essaierai de trouver son LinkedIn juste après pour lui faire part de vos reproches manifestes. Aujourd'hui, malheureusement, de par le déclin de l'Europe, c'est le cas. 24 des meilleurs orateurs étudiants francophones, un lieu emblématique au cœur de Paris et 10 000 € à la clé. Bienvenue à la compétition nationale de débat étudiant Rhetoricart. Nous sommes en 8e de finale, les débats se jouent en binôme, un sujet, deux camps et une équipe pourrait se voir qualifiée aujourd'hui. C'est à nous d'en décider. Mesdames et messieurs, prenons un petit tour, visitons une ville magnifique, Bruxelles. Bruxelles, passant par le Grand Hôtel, puis une statue d'un monsieur qui urine. Nous arrivons enfin sur un grand bâtiment bleu, abominable et sans image, la Commission européenne. Nous allons vous montrer que ce bâtiment est une métaphore de la situation de l'Europe. Mesdames, messieurs, ce mime, il caractérise la position intellectuelle de mes contradicteurs. Un enfermement, un repli sur soi, une hostilité à l'égard de l'Union européenne qui marquera une rupture avec les intérêts nationaux français. Je m'appelle Yanis, je suis un étudiant en deuxième année à l'ESCP et je suis originaire du Maroc. Alors moi je m'appelle Samuel Lyonnais donc et je suis un étudiant en première année de double licence droit, économie, gestion à CY Cergy Paris Université. Quel est ton rapport avec le débat, avec la rhétorique? Comment est-ce que tu es entré dans ce milieu pour être aujourd'hui ici à la compétition? Alors moi j'ai commencé quand j'avais à peu près 14 ans avec principalement les simulations onusiennes. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, donc l'art de débattre et de dire les choses de la manière la plus éloquente et la meilleure possible parce qu'au final parler c'est ce qui nous rend le plus puissant. Et ce qui m'a poussé à venir ici pour participer à ce concours de débat, c'est mon amour pour l'éloquence, mon attrait. J'ai participé l'année passée au concours d'éloquence HEC X Eloquentia et j'ai découvert une vraie passion pour le débat et l'art oratoire. Je m'appelle Siobhan Garder, moi je suis étudiante en 3e année de double licence droit philosophie à l'université Paris 10, donc Paris-Nanterre. Je suis en master 2 arbitrage et contrat d'affaires. Je fais également de l'éloquence où je navigue au gré des concours et en fonction des circonstances. J'ai notamment fait l'atelier national de la langue française l'année dernière et je fais la Coupe de France de débat chaque année. À côté de ça, je fais pas mal de concours d'éloquence. J'ai notamment été sacrée première oratrice de France en 2025 et puis je suis ravie d'être là aujourd'hui pour le débat. J'aimerais tout d'abord vous poser une question. Que pensez-vous de l'Europe ? Moi, je pense que l'Europe est une très bonne chose. Je pense que l'on constate les effets bénéfiques de l'Union européenne au quotidien. Je pense que d'ailleurs, comme l'Union européenne est présente et qu'on y adhère, ce serait plutôt à vous dans ce débat de nous expliquer en quoi est-ce que vous seriez hostile à l'Union européenne. Par ailleurs, je tiens quand même à réagir. La question est, que pense-t-on de l'Europe ? Je dirais peut-être un petit peu bêtement que l'Europe est un continent, me semble-t-il. Peut-être vouliez-vous nous parler de l'Union européenne, mais je crois que le terme n'était pas très clair. Autrement dit, je ne sais pas vraiment sur quoi me tenir. Je répondrai donc que c'est manifestement un continent qu'on ne peut pas contester aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que c'était tout à fait clair. Je souhaitais tout d'abord parler de l'Europe et puis vous poser la question de l'Union européenne. Cependant, vous avez décidé d'anticiper ma question, peut-être par forme d'impatience à l'idée de débattre. En tout cas, moi, je le suis. Mais Yanis aurait quelques informations intéressantes à vous partager. Si l'on parle de l'Europe, effectivement, c'est un continent. Mais maintenant, parlons de l'Union européenne. Cette entité, ce rassemblement de nations qui, sur le papier, est tout simplement magique. Mais qu'en est-il réellement ? 20 ans plus tard, 20 ans d'établissement de règles. Vous allez me dire, l'Union européenne date d'avant. Certes, partons de l'installation de l'euro, puisque c'est aussi sur ça que l'Union européenne fait sa majeure différence. Qu'a-t-elle accompli ? Économiquement, tragique. Niveau migratoire, problématique. Politiquement et démocratiquement, n'en parlons même pas.
Écoutez, je suis ravie d'apercevoir que le bureau des plaintes d'Ursula von der Leyen est ouvert. Je ne savais pas que nous étions directement les responsables du Parlement européen et de la Commission européenne. Écoutez, j'essaierai de trouver son LinkedIn juste après pour lui faire part de vos reproches manifestes. Alors je répondrai cependant à la question sur le fond. Je ne me contenterai pas de la forme ce soir. Pour ce qui est de l'Union européenne, qu'a-t-elle accompli depuis ces 20 dernières années? Effectivement, ce raccourci est déjà quelque peu orienté. Nous pourrions très bien dire qu'effectivement, elle campe depuis 7 décennies sur un continent qui était à l'époque ravagé par la guerre, mais je m'en tiendrai à votre affirmation. Nous allons simplement nous baser sur les 20 dernières années. Je vois bien que ça vous arrange et tout va bien. Nous avons également les arguments de ce point de vue-là, du moins je l'espère. Alors, qu'a-t-elle accompli ? Il se trouve qu'en 2012 a été accordé le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Par qui, me diriez-vous ? Par une instance tout à fait extraordinaire et tout à fait hors de l'Europe, puisqu'il s'agit de la Norvège. Norvège qui a refusé à 2 reprises consécutives d'entrer par référendum dans l'Union européenne. Autrement dit, nous avons une puissance aujourd'hui affirmée qui délègue un prix Nobel de la paix pour un continent à l'époque ravagé par la guerre et qui désormais serait cette fois-ci un havre de paix pour les pays, alors même que cette institution ne reconnaît pas en tant que telle l'intérêt pour elle d'y intégrer. Si jamais cela ne vous suffit pas, et si cela ne vous permet pas de dire que l'Union européenne est par nature, et surtout dans l'ensemble positive, alors c'est vrai que je suis quelque peu, peut-être perturbée, peut-être déçue. Je ne sais pas vraiment quoi penser de notre génération à venir. Alors je tiens à mentionner que vous faites de très beaux discours, mais dans la réalité des cas. Merci beaucoup. L'Union européenne a avant tout été créée, et l'ensemble des organisations européennes ont été créées dans l'objectif de stabiliser l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Sur ce point, on en est d'accord. Cependant, il est nécessaire de relever qu'elle a quand même failli à sa mission. Pourquoi ? La guerre en ex-Yougoslavie, le massacre de Srebrenica, l'invasion de la Crimée par la Russie, la guerre en Ukraine. Que diriez-vous à cette promesse de paix, comme vous l'avez mentionné ? Est-ce que ça, c'est réellement la paix ? Si je tiens aussi à rajouter que si vous avez le LinkedIn de Ursula, je suis très très preneur. Moi, je suis sûr que personnellement, elle serait très charmée par vos beaux discours de politique qui sont exactement l'exemple des teneurs de l'Union européenne. Ce sont exactement les discours que tiennent des personnes inconnues. Serions-nous capables de citer plus de 3 personnes en charge de l'Union européenne ? Serons-nous capables d'interpréter les idéaux et les propositions de l'Union européenne comme tu viens de le faire ? L'Union européenne a des beaux discours, a des beaux parleurs et a des belles institutions dorées qui emprisonnent les pays et les nations européennes dans une cage de procédures, de réglementation et de contraintes. Parlons-en de la guerre maintenant, la guerre en Crimée, si bien citée, qui est actuelle, qui a été financée par l'Union européenne plus ou moins, parce que, rappelons-nous, le beau projet du Nord Stream 2, du gaz pour toute l'Europe, 50% du gaz européen provenant de la Russie pendant plus de 5 ans, finançant inévitablement et inéluctablement la guerre en Russie. Oui, de 2 choses l'une. Déjà, je rappellerai que le projet européen est un beau projet, il est enraciné depuis le 19e siècle. Je vous rappellerai aussi que les 2 guerres les plus meurtrières du XXe siècle ont eu lieu sur ce sol européen. Donc l'existence de l'Union européenne permet déjà de pacifier cette Europe continentale, ce qui est un accomplissement, disons-le, absolument merveilleux. Ensuite, l'Union européenne n'est pas capable de tout. Vous parlez des Balkans, l'ONU aussi a failli à Srebrenica. Ce n'est pas que l'Union européenne qui a failli. L'Union européenne, aujourd'hui, permet de maintenir la paix dans ces 27 États. Et puisqu'on parle du conflit ukrainien, on avait tendance à penser que l'Union européenne n'aurait pas pour mission de défendre le territoire européen puisqu'il y avait l'OTAN. Sauf qu'aujourd'hui, on est parfaitement incertain de l'avenir de l'OTAN, avec Trump à la barre. Peut-être que c'est sur l'Union européenne elle-même que reposera la charge, le poids, la responsabilité de devoir s'armer en cas de conflit. Et donc, c'est au moment où nous avons le plus besoin de créer un projet de défense européen commun que vous la remettez en question et que vous voulez en sortir. Et ça, je pense que ce serait une erreur dans notre histoire. J'ai aussi une petite remarque à faire. Pendant mes courtes 20 années d'existence, je me suis posé une question et j'en suis arrivée à une conclusion. Je crois sincèrement que l'un des meilleurs signes de bonne santé en France, c'est de savoir que les Français ne sont pas contents.
Manifestement, ce soir, vous n'êtes pas satisfait de l'Union européenne. Alors, je vais me permettre de recentrer parce que je vois bien qu'on essaye de l'antiponner. Je vois bien qu'on essaye de nous faire tourner autour du pot, de nous faire perdre le fil. Mais parlons franchement. En fait, il y a 2 solutions et je crois, permettez-moi, que pile nous gagnons face vous perdez à ce jeu-là. Excusez-moi, hein, je dis les termes comme je les pense et j'espère ne pas vous offenser ce soir, mes très chers contradicteurs. Alors, c'est vrai, soit l'Union européenne est tellement néfaste qu'il nous faut sortir. Assumerez-vous les conséquences d'une telle décision politique avec des peut-être et des si pour bâtir un discours? Soit elle n'est pas suffisamment négative, et si elle n'est pas suffisamment négative, alors dans ces cas-là, nous sommes bien d'accord, elle reste dans l'ensemble positive et nous devons y rester. Nous ne sommes pas là pour dire que l'Union européenne est parfaite. L'Union européenne court après les problématiques du temps présent. Nous avons systématiquement une longueur de retard et nous cherchons systématiquement à compenser pour mieux régner, pour mieux protéger. Nous ne sommes pas en train de dire qu'elle est merveilleuse, nous sommes en train de dire qu'elle est humaine, faillible, et que c'est à notre devoir qu'il incombe de la faire prospérer. Alors moi, j'aimerais juste dire une chose, rebondir sur quelque chose qui a été dit. Vous dites que l'Union européenne ne peut tout. Moi, je dirais plutôt qu'elle ne peut que rien. Elle ne peut que rien faire à part une chose qui est créer des normes, réguler. Est-ce que vous savez combien de temps met à être appliquée une norme européenne ? 3 ans et 3 mois. En 3 ans et 3 mois, si l'on compare par exemple avec le cadre de l'IA, on ne savait à peine envoyer un message à un chatbot. Aujourd'hui, on sait créer des vidéos de réel deepfake. Alors, certes, ce n'est pas forcément positif, l'évolution trop rapide de l'IA, mais cela traduit bien une chose. Les États-Unis créent, la Chine copie et l'Europe régule. Parlons-en maintenant aussi de cette comparaison qui est capitale. Principe premier de l'Europe économiquement. Compétition. Entre qui ? L'UE, les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, le résultat, une économie instable, des entrepreneurs qui fuient le pays à toutes jambes, une économie qui a du mal, qui perd de l'emploi, un vieillissement de la population avec une perte de plus d'1 million de travailleurs chaque année, une augmentation du prix de la vie, une augmentation des coûts de vie, une population qui s'essouffle, une population qui ne se fait pas écouter et une population qui n'est pas entendue, malgré des cris étouffés. Pour rebondir sur un dernier point, au niveau de la croissance de l'Europe, lors du dernier trimestre, en moyenne, c'est 1,6%, la croissance mondiale moyenne, selon les stats du FMI, donc du Fonds monétaire international, et de 3,2%, donc à savoir 2 fois plus que la croissance de l'Europe. Cela illustre bien les propos de mon camarade. L'Europe est défaillante, l'Europe ne croit plus, l'Europe ne croit pas. Simplement, elle régresse, elle régule, elle normatise. Oui, beaucoup donc de rebondissements, très peu d'actions. Je repose donc ma question, quid du Frexit ? Puisque vous voulez vous écarter du sujet, allez-y, je vous mets les 2 pieds là-dedans, quid du Frexit ? Aucun souci pour moi de vous expliquer, pour des raisons très simples, pourquoi la confiance ne règne pas. Que penseriez-vous si l'on vous disait, expliquez-moi clairement comment est élue la présidence de l'UE ? En UE, on ne consulte pas. En UE, on rédige. En UE, on n'agit pas. Parlons d'actions. Vous me demandez des actions, les voici. Je parle, je m'exprime, j'exprime une colère, une chose que le peuple n'est pas capable de faire envers l'Union européenne, premièrement, et des actions que n'est pas capable de prendre l'UE. Parlons de 2 lois. La loi Omnibus, premièrement, qui avait prévu d'obstruire les informations confidentielles sur la transparence des entreprises, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise pouvait prendre vos informations, les utiliser, mentir devant vous, sans rien dire. Elle est passée. Deuxièmement, parlons de contrat RGPD. Savez-vous ce que ça veut dire ? Je connais le RGPD, mais expliquez-moi ce qu'est précisément un contrat RGPD. Ça fait plaisir alors. Le contrat RGPD, c'est une mise en place qui est faite, qui vient tout droit des États-Unis, premièrement, et qui permet la protection des données utilisateurs. C'est un contrat régi par une loi qui protège monsieur, madame, messieurs les candidats, et même monsieur Louis Tapi. C'est une loi qui protège nos informations personnelles, qui les empêche d'être divulguées, d'être utilisées à une fin que l'on ne désire pas. Cela nous sauve de la diffamation, de l'étention de toutes nos données. Oui,
Justement, j'allais vous répondre. Vous me dites toutes les informations risquent de fuiter. Or, la première arme des juristes pour justement protéger les données personnelles, c'est le RGPD. Tout le monde utilise le RGPD. Mes amis qui font un master en droit de l'économie passent leur temps à lire les articles du RGPD, qui est un très bon moyen de défense. Ensuite, vous vous plaignez de deux choses. Vous parlez de la normativité, ce serait intéressant d'en reparler, mais vous parlez aussi d'économie. J'aimerais bien vous répondre sur l'économie, parce qu'en fait, vous mélangez les choux et les carottes. Vous parlez d'une croissance mondiale à 4% et d'une croissance de l'Union européenne à 1,8%. Très bien, mais ce sont deux choses différentes. Il y a des pays qui sont en émergence. La croissance globale est puissante. On ne peut pas comparer l'Union européenne à des pays émergents comme l'Inde ou la Chine. L'Union européenne, en revanche, en elle-même, est un endroit merveilleux économiquement. Enfin, admettons-le. Vous dites l'Union européenne ne met pas en place des actions. Oui, mais elle porte en elle des principes. Et dans ces principes, il y a la liberté de circulation des marchandises, la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des personnes. Toutes ces libertés, elles sont fondamentales économiquement, puisqu'elles détruisent les frontières, puisqu'elles participent aux échanges, parce qu'elles empêchent les droits de douane. Le meilleur agent économique de l'entrepreneur, c'est l'Union européenne. Et d'ailleurs, le Brexit, qui a décidé de quitter l'Union européenne, a connu une décroissance manifeste, parce qu'il est obligé de se voir imposer des droits de douane. Par exemple, 30% des exportations de l'Angleterre ont été réduites. Ça prouve bien que dès qu'on met une frontière, eh bien, l'exportation diminue, et donc la croissance aussi. Alors j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit on ne compare pas la Chine, l'Inde et la France. C'était peut-être vrai par le passé. Aujourd'hui, malheureusement, de par le déclin de l'Europe, c'est le cas. Vous mentionnez de surcroît qu'il y a des divergences entre des pays qui seraient plus enclins à se développer actuellement dans le monde, et c'est le cas justement en Europe. Il y a des pays en Europe qui connaissent une plus forte croissance que d'autres. Il y a des pays qui connaissent une situation liée à l'inflation complètement différente. Sauf qu'il y a un problème qui demeure. Le problème est que les politiques européennes sont communes. Une politique qui est décidée à Bruxelles aura le même impact que ce soit en France ou en Roumanie. Sauf que le problème, c'est que l'inflation aujourd'hui à Chypre, lors du dernier trimestre, est de 0%. En Roumanie, elle est de 8,5%. Et dès lors, comment on peut prendre une décision qui aille en faveur de ces deux pays? Il y a forcément un pays qui se retrouvera lésé, et donc ce n'est pas en prenant des décisions à grande échelle, monsieur, qu'on prend de bonnes décisions. C'est en prenant des décisions qui vont au cas particulier, qui s'intéressent à la réalité locale. Maintenant, parlons des tarifs, puisque c'est une discussion que nous avons par rapport, justement, à l'instant, par rapport au Brexit. Un très bon ami à moi m'a montré surtout, que les accords entre Ursula von der Leyen et Donald Trump avaient été signés en Écosse. Qu'est-ce que les accords ont été signés en Écosse? Ursula s'est empressée, suite à un appel, venez tout de suite, Madame la Présidente de la Commission européenne, si vous ne venez pas, je laisse les tarifs à 39%. Voici ce qu'a dit Trump. Elle est arrivée, il l'a menée d'un bout de bâton, lui a fait signer des contrats non avantageux pour l'UE, qui forcent des investissements de 600 milliards supplémentaires aux États-Unis, une consommation d'énergie de 750 milliards qui va être investis pour acheter de l'énergie aux États-Unis. Ce genre de négociation montre bien que les tarifs ont une importance vraiment capitale que l'Europe n'est pas capable d'assumer. Et de plus, l'énergie est le facteur le plus important pour l'expansion d'une nation, et encore plus pour une union de nations. Si l'Europe ne maîtrise pas l'énergie, que maîtrise-t-elle? Puisque manifestement, il n'y a que les chiffres qui vous font vibrer ce soir, je répondrai par des chiffres. Nous voulons jouer les chiffres. Allons-y, jouons les chiffres, messieurs, dames, et espérons que ce soit plus convaincant. Alors, très bien. On parle depuis tout à l'heure d'Ursula von der Leyen, de Trump. Personne ne sait ce qu'il fait là, pour qui, pourquoi. Cependant, je tiens quand même à rappeler que
L'Union européenne, ce n'est pas seulement 3 ou 4 personnes tout en haut du sommet. Non, absolument pas. C'est 440 millions de consommateurs. Et c'est non négligeable. L'Union européenne, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Aujourd'hui, je vous parle de réalité concrète. J'en ai marre de chiffres et j'en ai marre de pourcentages qui ne servent à rien. Alors moi, par exemple, je vous le dis, je prends l'exemple des Jeux Olympiques en 2024. Je suis boursière échelon 6/7. Je vis dans un 10 mètres carrés Crous et j'ai failli être délogée de mon logement insalubre pour loger des fonctionnaires de l'État. La France aura des comptes à rendre dans quelques années aux étudiants de la France entière. L'Union européenne, pendant ce temps-là, elle permet à 12 millions d'étudiants comme moi, sans critères sociaux, de pouvoir se déplacer, de pouvoir apprendre des cultures communes, de pouvoir s'élever et de relever les dés qui sont déjà pipés dans l'ordre interne. Cette réalité-là, c'est celle-ci. Yanis, je me permettrai d'ailleurs de dire que j'ai quelque peu stalké votre LinkedIn et que j'ai pu remarquer que l'ESCP avait elle-même de très bons partenariats dans toutes les universités, écoles de commerce de l'Union européenne tout entière. Je pense que cela est éminemment positif pour nous tous, pour toutes les personnes, parce que nous savons dès lors que dans l'ordre interne, lorsqu'il y a une faille, comme par exemple sur les lois IA, où nous sommes incapables de voter un budget pour l'instant, là, nous savons que nous avons une protection lorsque la France échoue. 6 ans pour faire n'importe quelle manœuvre, 8 ans pour proposer enfin un plan budgétaire tenable, un plan Green Deal qui s'agit en 2050. L'UE ne se focus pas sur le présent. Elle cherche à prévoir un futur inconnu. Ce soir, je ne jette pas la pierre, excusez-moi, ce soir, je tends la main, parce que mes concitoyens ont le droit d'être européens. Ils ont le droit d'avoir des revendications. Robespierre s'est trompé sur beaucoup de choses, mais il disait en 1794 que le bonheur est une idée neuve en Europe. Je crois que, encore une fois, elle est neuve, que nous courons après le temps, qu'elle est faillible parce qu'elle est perfectible. Et j'invite tout le monde, chacun d'entre nous, à pouvoir donner les clés du futur de l'Europe. Merci. Alors moi, je tiendrai juste à dire que je suis un profond démocrate. Je crois en la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe n'est plus démocrate. Bientôt, les jeunes seront amenés à voter, sauf que les jeunes ne connaissent rien à l'Europe. Et cela illustre bien le fait qu'il y a un problème de démocratie, parce que lorsque l'on ne connaît pas, on ne peut pas prendre des décisions éclairées. On ne peut pas pleinement croire en ce que l'on pense. Et donc, il y a un vrai problème de démocratie, comme l'illustre de plus le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht, qui ont été passés en force. Un peu imprévu. Je voulais simplement ajouter que 7 Européens sur 10 croient dans les institutions de l'Union européenne. Je pense qu'elle a de nombreux défauts que nos contradicteurs ont révélés, mais qu'il faut être optimiste en la matière et construire l'Europe de demain pour, je l'espère, la préserver. Merci à vous, chers candidats, de participer à cette grande compétition. À présent, je vous invite avec moi à regarder ce qui déterminera l'avenir de ces participants, ce qui les jugera. Tout d'abord, l'audience. Plus d'une centaine de spectateurs dans la salle voteront via un QR code présenté à la fin de chaque débat en jugeant la capacité des équipes à les avoir convaincus. L'audience détient 40% des voix. À présent, les jurés. Tout d'abord, Florence Bosque, ancienne co-directrice de la prestigieuse école Jeanne Manuel, décorée de la Légion d'honneur et des palmes académiques parmi tant d'autres. À présent, Lo du Manor de Juhaï, diplômé de Sciences Po, entrepreneur récidiviste et organisateur de certains des plus grands événements alliant l'élégance et l'excellence. Maintenant, Marie Gilles, professeure dans certaines des plus grandes classes préparatoires de France, ancienne jurée à HEC, ESSEC et ESCP. Et enfin, Pierre Kirsch, avocat international enseignant à l'Institut catholique de Paris en master spécialisé en intelligence artificielle. Il est aussi membre du Cercle de l'Union interalliée et de l'American Club of Paris. Mais sur quoi exactement les jurés vont-ils se prononcer? Tout d'abord, l'éloquence, la capacité à porter une parole claire, maîtrisée et incarnée. Ensuite, la cohésion, le travail d'équipe, la complémentarité, l'harmonie entre les orateurs. Puis, la structure, une pensée construite, lisible et rigoureuse. Enfin, la persuasion, la capacité à faire basculer l'opinion. Sans plus attendre, je vous laisse et j'appelle à présent les candidats sur scène.
On a vu quand même des débats très divers, des débats très variés. Donc, pour le dernier débat de la soirée, pas des moindres, celui de l'Union européenne. Les votes sont tranchants. Les votes vont être dévoilés dans 5, 4, 3, 2, 1. Siobhan et Edouard. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de leurs prestations, de leurs arguments et de ce débat en général, si vous êtes pour ou contre le sujet proposé. Et encore une fois, bienvenue à la compétition nationale de débat étudiant Rhétorique Art.